comment nous écoutons le monde. Entrer dans la bande-son du film. Le sonore, ce n'est pas seulement la désignation des éléments dans un cadre, mais c'est aussi l'écart de représentation entre ce que je donne à entendre et ce que je vois. Et ça, c'est un élément majeur de production du rêve. Ce podcast décompose la bande sonore des films avec de jeunes oreilles. Un film avec beaucoup de suspense. C'est un bruitage qu'ils ont réutilisé et ils appelaient ça le cri. Et le mec, son nom commence par un W, je crois. La chair de l'image, une série documentaire qui interroge le son pour mieux voir. Épisode 3, écoutez le son bruité, le son qui façonne la sensation. Avec ou sans son, on va dire dans notre génération, on sait à peu près ce qui va se passer. Par exemple, dans le cas de la petite fille qui va ouvrir la porte, on sait presque soit il y aura un screamer, soit il y aura une poursuite flippante, ou il y aura un truc du genre, parce que c'est un peu toujours la même chose. Du coup, avec ou sans son, on sait ce qui va se passer après. Je suis fascinée par le son au cinéma, et c'est très important. Moi déjà la musique c'est quelque chose qui me fait vivre beaucoup d'émotions, donc là au cinéma je trouve ça incroyable, et surtout les bruits. J'ai vu récemment un documentaire sur les bruiteurs et je trouve ça fascinant. Le bruitage, c'est un métier à part entière. C'est même, avec la perche, le plus visible des métiers du son au cinéma. Visible parce qu'on en a tous une image. Une personne habillée en short, chaussée de talons pour mieux frapper le sol, en train de marcher sur du gravier, de manipuler des clés, de plonger les mains dans du riz ou encore d'agiter un grand plumeau. Et souvent, on croit que c'est ça, le son au cinéma. Mais en réalité, le bruitage intervient après le tournage, quand les scènes sont montées et qu'on s'aperçoit que certains sons manquent ou qu'on souhaite augmenter leur impact. Par exemple, dans un plan de transition, un personnage fait la vaisselle ou marche dans un couloir. Ces gestes n'ont pas été enregistrés en son direct. Alors le bruiteur ou la bruiteuse les recrée à l'oreille et à l'image. C'est ce qu'on appelle le bruitage synchrone. Chaque geste est rejoué en rythme avec l'image pour faire croire qu'il est réel. Le bruitage, c'est une stratégie du regard. En fait, quand un élément est bruité, c'est qu'on veut en souligner l'existence, lui donner beaucoup de place. Je veux entendre une mouche voler. Et ça peut être pour un objet tout petit, en quasi-détail dans un plan très large. En fait, il y a un gros contraste. On peut s'imaginer ça, mais c'est tout de même pas très logique. Ça faisait un bruit métallique qui faisait... Ouais, qu'est-ce qui fait ce bruit? Après, il y a des petits sons du genre dans les films d'horreur, thriller aujourd'hui, la petite comptine sur la petite boîte à musique qui fait ti 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 ti, de genre de poupées flippantes ou des trucs, voilà, horribles. Ils n'ont rien vu, mais ils ont tout perçu. Le son leur a fabriqué un décor, une tension, une attente, bref, une fiction. C'est ça l'illusion sonore, un son inventé qui active notre perception comme s'il était vrai. Et pourtant, ce son n'existe pas. Il est parfois fabriqué avec un légume coupé, une plaque de métal ou un gant mouillé. Le pionnier de cette discipline s'appelait Jack Foley. C'est de là, dans les années 30, que vient le terme Foley artist pour désigner les bruiteurs. À Hollywood, Jack utilisait tout ce qu'il avait sous la main. Ce qui a fait sa réputation, c'était le bruit des pas à l'origine. C'était un musicien qui maîtrisait des instruments qu'il fabriquait lui-même ou qui faisait résonner des objets du quotidien qu'il détournait. Et aujourd'hui encore, ce sont ces techniques qui sont majoritairement utilisées. Il y a des cas où les bonnes vieilles méthodes... Oui, bien sûr. Ce que j'ai remarqué au début de la vidéo, c'est qu'il utilisait plein d'objets à sa façon. Vraiment plein d'objets random comme ça. Et que ça pouvait faire des bruits qui ressemblaient à du réel. Et ça, c'est une vraie compréhension de ce qu'est le travail du bruitage. Pas seulement faire du bruit, mais trouver la juste sensation. Chercher toujours à être très fidèle au geste. Et puis, il y a ceux qui s'en amusent. Jacques Tati, par exemple. Alors au début, on dirait qu'elle appuie sur une sonnette, elle
entre, on entend après comme si qu'elle allait se laver les mains. Et on dirait que quelqu'un l'a surprise en train de faire quelque chose qu'il fallait pas. Quand on fait écouter une scène sans image, uniquement le son, ça donne de la place aux histoires. Moi, je trouve déjà que en fait, c'est une personne qui a l'habitude de se lever en retard. Elle s'est réveillée très très vite. Après, elle est partie préparer son petit déjeuner. Après, il y a sa voisine qui est venue. Et le bruit d'eau qu'on entendait, je crois que c'était le lavabo, un truc comme ça. En effet, je vois. Dans le film Mon oncle, par exemple, la fontaine du jardin s'active uniquement quand les invités arrivent. Elle est censée être élégante, décorative, un symbole de bon goût. Mais quand elle se met en marche, c'est un son de chasse d'eau qui jaillit. Et ce bruit-là, tout le monde le reconnaît. Et c'est justement ce décalage entre l'image chic et un son ultra quotidien qui fait rire. Chez lui, le bruitage est une farce. Dans ses films, les sons ne sont pas là que pour nous tromper. Ils sont là pour nous faire rire et nous faire réfléchir. Tati pousse le son au-delà de la réalité pour nous montrer que ce qu'on entend nous guide plus que ce qu'on voit. Le frottement d'un vêtement, un battement de cils, une chute, c'est là que le travail des bruiteurs prend toute sa force. Car même s'il existe aujourd'hui des banques de sons très diversifiées pour imiter les animaux, imiter des jouets, il va aussi en conditions réelles pour faire les bruitages et pour enregistrer des vrais objets qu'il pourra repasser. La préférence est toujours la rareté du fait sur mesure. Je suis dans le sur-mesure, moi. Je travaille pas à la chaîne. Et dans le cinéma d'animation, c'est encore plus flagrant. Il n'y a pas de tournage en prise de vue réelle, donc on n'enregistre pas de son en direct comme sur un plateau de fiction. Tout ce qui constitue la bande sonore du film, les voix, les ambiances, les bruitages, sont composés. Le son en animation comme l'image est une construction intégrale. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Pour ce cas, le bruitage, c'est ce qui rend le danger crédible, la maladresse drôle, la scène vivante. C'est surtout un geste de création précis. Un travail d'orfèvre façonné pour être fidèle au mouvement qui l'accompagne, pour préserver la cohérence de ce qui est touché, de ce qui est ouvert ou fermé, d'une voiture qui s'arrête. Pour qu'on soit bien dans l'ambiance et que ce soit compréhensible, il faut bien que les sons et les images y concordent. Ce qui fait le son bruité, on vient de le voir, c'est beaucoup de technique et d'écoute pour faire des sons synchrones, le truc qui avance parfaitement avec le rythme de l'image, ou alors un son qu'on va désynchroniser pour lui faire raconter autre chose. C'était le son bruité, une matière façonnée à la main pour que chaque geste, chaque mouvement ou chaque émotion prenne corps à l'oreille. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à une autre matière essentielle, celle de la musique au cinéma. Comment elle s'infiltre dans les scènes, comment elle guide notre regard, comment elle soutient ou détourne nos émotions. La chair de l'image, un podcast de Nolwenn Thivaud, produit par Narasson, avec pour cet épisode la participation de Taïra, Hugo, Anna, Alix, Roman, Paul et Ben. Musique originale Émeric Zubar, réalisation et mixage par Martin Delafosse. À suivre sur toutes les plateformes.